C'est toujours un peu étrange de revenir d'une institution extérieure alors qu'on a été longtemps professeur, d'abord étudiant, assistant, maître assistant, puis professeur ici. Donc c'est un retour dans mon alma mater, même si je suis présenté comme professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Et je remercie beaucoup la Maison de l'Histoire de me faire l'honneur de donner cette grande conférence. Je n'ai jamais vu mon nom écrit en aussi grandes lettres que ce que j'ai vu devant comment on appelait ça, Uni 2 à l'époque, Uni Dufour tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous parler plus longtemps de tout ça. La banque a beaucoup changé. La banque a beaucoup changé depuis une trentaine d'années et on assiste véritablement à une mutation. Comme l'écrivaient en janvier 2011 les auteurs du rapport de la commission d'enquête américaine sur la crise financière de 2008, et je cite, « Le système financier que nous avons examiné n'a qu'une faible ressemblance avec celui de la génération de nos parents. » C'est des gens de mon âge qui écrivaient le rapport, donc ça remonte à assez longtemps. « Les changements qui se sont produits uniquement dans les 3 dernières décennies ont été remarquables. Ces transformations soulèvent de nombreuses questions. La première est bien évidemment, en quoi consiste-t-elle ? Qu'est-ce qui a changé en termes de produits financiers, de marchés, d'institutions, de pratiques et également d'éthique ? Quand les choses ont-elles commencé à changer ? Et comment ont-elles changé ? À quel rythme ? À la suite de quels événements économiques, politiques, entrepreneuriaux ? C'est la première question. Une autre question a trait à la portée de ces transformations. Peut-on parler de révolution bancaire ou financière ? Le concept de révolution est souvent galvaudé et les historiens l'utilisent beaucoup plus prudemment aujourd'hui. Même la notion de révolution industrielle a été remise en question. Mais son emploi peut se justifier pour décrire des changements radicaux. Je pense par exemple à la révolution financière anglaise du XVIIIe siècle, qui voit la fondation de la Banque d'Angleterre et la mise en place d'un système de finances publiques moderne fondé sur la centralisation de la collecte des impôts et l'institutionnalisation de la dette publique. Je pense également à la révolution bancaire du XIXe siècle qui voit l'apparition d'une banque nouvelle à un triple point de vue, celui de son organisation en société par action, celui de la collecte des dépôts à travers un réseau d'agences, et enfin, dans certains cas, celui de son engagement dans l'investissement industriel. Les mutations qui se sont produites à la fin du XXe siècle soutiennent-elles la comparaison avec ces 2 développements majeurs de l'histoire financière ? Eh bien, une troisième question, peut-être plus importante encore, qui concerne les effets de ces mutations. On s'accorde à penser que la révolution financière du XVIIIe et celle du XIXe siècle ont eu, dans l'ensemble, des effets bénéfiques, je dirais pour le meilleur. La première a assuré la suprématie financière de la Grande-Bretagne. La seconde a véritablement libéré le crédit et permis le financement de grands travaux d'infrastructure, en premier lieu les chemins de fer, puis les industries de la deuxième révolution industrielle, l'électricité, la chimie, l'automobile, le pétrole, l'aéronautique et bien d'autres. Peut-on en dire autant de la révolution financière de la fin du XXe siècle, si tant est qu'il y en a eu une ? Une chose est claire, les mutations récentes du monde de la banque sont irrémédiablement liées à la débâcle financière de 2007-2008. À mon sens, la crise financière la plus grave de l'histoire. Les causes de la crise sont-elles à rechercher prioritairement dans ces mutations du monde de la banque, dont les effets seraient alors essentiellement néfastes, pour le pire ? Ou est-ce trop tôt pour tirer de telles conclusions ? Ces questions sont au cœur de la réflexion sur l'histoire récente du monde de la banque et sont celles que je voudrais discuter dans ma conférence de ce soir. On peut déceler 2 tournants dans l'histoire financière de l'après-guerre.
Le premier se situe dans les années 60, avec l'émergence des euromarchés, et le second dans les années 1980, avec l'avènement des produits dérivés et de la titrisation. Chacun de ces tournants pourrait être considéré à lui seul comme une révolution financière. Mais il existe un lien entre les deux. Et ce lien, c'est la fin du régime de Bretton Woods en 1971-73 et les deux chocs pétroliers de 1973 et 1978. Ces deux événements, qui sont de nature plutôt politique qu'économique, ont donné une énorme impulsion aux euromarchés et ont ouvert la voie au développement des produits dérivés. J'examinerai rapidement chacun de ces trois moments, euromarché, fin de Bretton Woods, produits dérivés et titrisation, avant de me demander si les mutations du monde de la banque ont conduit à l'émergence de nouveaux types de banquiers. Puis, j'essaierai de répondre aux questions que soulève le thème de ma conférence. À l'origine des euromarchés, donc le premier tournant, se trouvent les eurodollars, qui sont des dollars détenus en dehors des États-Unis, indépendamment des réglementations de la Réserve fédérale américaine. Pour diverses raisons, ces dollars commencent à s'accumuler en Europe. Ah, tiens, j'ai perdu mon truc là. Ces dollars commencent à s'accumuler en Europe, en particulier à Londres, dans les années 50. La guerre froide a joué un rôle. L'Union soviétique et les pays de l'Est préfèrent déposer leurs dollars en Europe par crainte de les voir bloqués aux États-Unis en cas de détérioration du climat international. Le premier dépôt de ce type aurait été celui effectué à Paris par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord, une banque russe dont l'adresse télégraphique était Eurobank. C'est de là que vient l'appellation eurodollar. Ça n'a rien à voir avec l'Europe et l'euro. Ce sont simplement des dollars détenus en dehors des États-Unis. Mais il y a d'autres raisons. Il y a aussi, et surtout, les investissements étrangers des multinationales américaines. Il y a également l'aide américaine et la présence militaire à l'étranger. Et puis, il ne faut pas oublier, bien sûr, l'accroissement du déficit de la balance des paiements américaine. L'afflux de dollars en Europe est également la conséquence des réglementations bancaires américaines. En particulier, une réglementation connue sous le nom en anglais de Regulation Q, la lettre Q, qui date du New Deal et qui autorise la Réserve fédérale à fixer un plafond sur les taux d'intérêt versés sur les dépôts aux États-Unis. Les banques de la City, qui sont alors en mesure d'offrir un intérêt plus élevé, réussissent à attirer des dollars à Londres. Elles commencent à utiliser ces dollars dès le milieu des années 50 pour ne pas perdre des clients. Elles accordent des crédits en dollars plutôt qu'en livres, à la suite de l'interdiction d'utiliser des livres sterling pour financer le commerce de pays tiers, décrétée par le gouvernement britannique en 1957. C'est la naissance du marché des eurodollars. C'est un marché à court terme qui fournit du crédit sur une échelle mondiale dans des proportions jusque-là inconnues. Ces prêts se nourrissent essentiellement des dépôts interbancaires et financent le commerce international et d'autres prêts à court terme, comme je dis, sur une très vaste échelle. Toutes ces transactions portent sur des montants extrêmement élevés. Ce n'est pas des négociations qui concernent les particuliers. Le marché des eurodollars connaît une croissance spectaculaire d'environ 1,5 milliard de dollars à ses débuts en 1958. Il atteint 25 milliards 10 ans plus tard, en 1968, et plus de 130 milliards en 1973. Le marché des eurodollars donne à son tour naissance à celui des euro-obligations,
qui est lui un marché à long terme. Quelques banquiers de la City ont rapidement l'idée d'utiliser les eurodollars non seulement pour des prêts bancaires, mais également pour lancer à Londres, plutôt qu'à New York, des obligations en dollars. La première euro-obligation est lancée à Londres en juillet 1963 par Sigmund Warburg en anglais, son nom a changé, un descendant de la fameuse dynastie bancaire de Hambourg qui avait émigré en Angleterre en 1934. Elle était mise pour le compte de Autostrade Italiane, une filiale de l'IRI, pour un montant de 15 millions de dollars à 5,5% sur 6 ans. Les euro-obligations s'avèrent très populaires. Elles sont émises aux porteurs et sont donc anonymes et exemptes d'impôt à la source, ce qui convient très bien à la clientèle des banques suisses, qui en sont d'ailleurs les plus gros souscripteurs. En 1968, 5 ans après leur lancement, elles atteignent déjà 4 milliards de dollars. Enfin, une troisième forme d'eurocrédit à moyen terme, cette fois, se développe au milieu des années 60, entre les dépôts à court terme, essentiellement interbancaires, qui forment le marché des eurodollars proprement dit, et les euro-obligations à court terme. Il s'agit de prêts bancaires internationaux financés en totalité par des ressources en dollars, en eurodollars donc, et accordés en général sur la base de taux d'intérêt flottants. Malgré les risques associés aux fluctuations des taux de change, des taux d'intérêt, l'emprunteur y trouve une source de financement plus souple que des obligations. Parmi les eurocrédits consortiaux figure un prêt, parmi les premiers, figure un prêt de 100 millions de dollars à l'Autriche, orchestré en 1968 par Lehman Brothers et Bankers Trust International. En 1973, 5 ans d'à peine 2 milliards de dollars en 1968, donc au moment de leur lancement, les eurocrédits gonflent très rapidement pour dépasser les 20 milliards de dollars en 1973, soit plus de 4 fois le montant des euro-obligations. La nouveauté, c'est là-dessus quand même que je voudrais me centrer, la nouveauté des euromarchés, euro-dollars, euro-obligations, euro-crédits, réside dans leur triple caractère de marchés internationaux, de marchés offshore et de marchés non réglementés. Ils vont non seulement dynamiser ou redynamiser, mais surtout profondément remodeler la finance internationale. Ils marquent d'abord le début de l'énorme expansion des multinationales, des banques américaines. Jusque-là, les banques américaines étaient surtout aux États-Unis. Le nombre de leurs agences agences à l'étranger, passe de 131 en 1950 à plus de 1700, y compris les filiales étrangères, en 1986. L'Europe est leur destination privilégiée. En 1975, les 8 plus grandes banques américaines comptent à elles seules 131 agences étrangères et 29 bureaux de représentation, simplement les 8 plus grandes. Et Londres, à elle seule, en compte 58. Et la concurrence des banques américaines est très vite très sévère. Notamment, elle ne tarde pas à s'accaparer le marché des eurodollars et les autres euromarchés qui pourtant avaient été fondés par les banques londoniennes. Les banques européennes devront réagir face à ce défi américain. Elles adoptent dans un premier temps une stratégie d'alliance qui prend la forme de clubs bancaires. Ce sont des structures de coopération entre grandes banques commerciales où chacune conserve son indépendance pleine et entière. L'un des premiers, d'ailleurs, s'appelle le Club des célibataires. Mais malgré tout, cette structure leur permet d'offrir leurs services dans les divers pays européens sans avoir à y être représentés directement. Mais après quelques succès initiaux non négligeables, ces structures vont s'effondrer au début des années 80
lorsque les banques européennes commenceront leur propre expansion multinationale. Et enfin, les euromarchés signalent le retour de la City au premier rang des places financières internationales. Ces marchés trouvent leur domicile naturel à Londres, qui était d'ailleurs bien équipé pour les accueillir, du fait de l'expérience séculaire de ces banquiers dans les affaires financières internationales et de la diversité et de la complémentarité de ces institutions et de ces marchés. Mais l'attitude des autorités monétaires britanniques joue un rôle non négligeable, mais là elle est en contraste assez net avec celle de leurs homologues d'Europe continentale qui font tout pour décourager l'implantation de ces marchés, que ce soit à Berlin, à Paris ou à Zurich, qui était d'ailleurs un candidat non tout à fait crédible. En tout cas, l'un des signes les plus visibles de cette renaissance de la City est le nombre de banques étrangères qui est représenté. Là aussi, il passe de 59 en 1955 à 159, donc plus de 100 de plus, en 1970, et 243 en 1975, soit plus du double du nombre de banques étrangères représentées à New York. Comme je l'indiquais il y a quelques instants, la fin du système de Bretton Woods représente un moment clé dans les mutations bancaires et financières de la fin du XXe siècle. Pourquoi ? Essentiellement en raison de ces interactions avec les euromarchés. Il faut se rappeler que les accords de Bretton Woods, signés en 1944, font du dollar, devise convertible en or, la monnaie de référence du système, vis-à-vis de laquelle les autres monnaies définissent leur parité. Les cours de change sont fixes, avec une marge de fluctuation infime pour aujourd'hui de plus ou moins 1%, mais adaptables en cas de déséquilibre fondamental de la balance des paiements. Le Fonds monétaire international est créé pour faciliter le fonctionnement du système en accordant un soutien aux monnaies dont la parité avec le dollar serait menacée par des difficultés temporaires dans leurs paiements extérieurs. Il faut se rappeler également que le régime de Bretton Woods n'a jamais très bien fonctionné, même si ses années d'existence correspondent à une période de très forte croissance économique. Il n'entre réellement en vigueur qu'en 1959, après le retour à la convertibilité des monnaies européennes, soit plus de 10 ans après la date limite initialement fixée. Presque immédiatement, il se trouve confronté au déficit croissant de la balance des paiements américaine, conduisant à une surabondance de dollars dans le monde qui viennent gonfler les réserves des banques centrales européennes et menacent de déstabiliser le système. Face à ces risques, diverses formes de coopération monétaire internationale sont mises en place au début des années 60 pour soutenir le dollar, mais le système ne survivra pas. La reprise des mouvements internationaux de capitaux, stimulés par les euromarchés, n'est plus compatible avec un système de taux de change fixe et une politique monétaire indépendante. Comme l'a suggéré l'économiste Robert Mundell, il est impossible de combiner harmonieusement plus de deux de ces trois éléments, c'est-à-dire taux de change fixe, mouvements internationaux de capitaux et politique monétaire indépendante, puisqu'on décrit comme un trilemme. L'un des trois doit sauter, doit céder la place, et ce sera le système de taux de change fixe. La convertibilité en or du dollar est suspendue le 15 août 1971 et le billet vert est de facto dévalué au mois de décembre à travers une réévaluation des principales autres devises. La tentative de maintenir des taux de change fixes s'achève en mars 1973 lorsque les monnaies se mettent à flotter, ouvrant une ère nouvelle dans les relations monétaires et financières internationales.
Les mouvements internationaux de capitaux explosent véritablement après 1973. Mais cette explosion n'est pas uniquement due au nouveau régime de taux de change. Il se fait que la fin de Bretton Woods coïncide avec le premier choc pétrolier de 1973, à savoir la décision prise par les pays exportateurs de pétrole de doubler le prix du pétrole, puis de doubler une deuxième fois 2 mois plus tard. Les revenus des pays exportateurs de pétrole augmentent de façon dramatique. Entre 1974 et 1980, ils accumulent près de 400 milliards de dollars d'avoirs liquides, dont la moitié va se placer sous forme de dépôts bancaires à court terme dans les grandes banques américaines et européennes. Que faire de cet afflux de pétrodollars? C'est le nom qu'on donne rapidement à cette nouvelle variété d'eurodollars, puisque par tous les aspects ce sont des eurodollars. Que faire donc avec cet afflux de pétrodollars qui menace la stabilité du système monétaire international? Walter Wriston, le président de la Citibank de New York, lance alors l'idée de les recycler dans des prêts aux pays en voie de développement. Et il se fait que ces pays en ont besoin, leurs déficits publics et externes sont fortement creusés à la suite des augmentations du prix du pétrole. Les autorités monétaires occidentales approuvent au moins tacitement ce plan. C'est ce qui va se passer durant près de 10 ans. Le montant des prêts bancaires internationaux quadruple, d'environ 40 milliards en 1975 à 160 en 1980. Et la dette externe des pays en voie de développement augmente à peu près dans les mêmes proportions, de 126 à 455 milliards de dollars. Ces transferts de capitaux se font essentiellement sous forme d'eurocrédit, dont je vous ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire de prêts bancaires à intérêt variable. C'est une forme nouvelle de prêt à des États souverains. Jusque-là, en particulier avant 1914, les banques servaient d'intermédiaires entre l'État emprunteur et le public. Elles émettaient des obligations auxquelles le public souscrivait, mais c'est le public qui portait le risque d'un éventuel défaut. C'est d'ailleurs ce qui se passe, dans le cas le plus connu, le plus fameux, avec les emprunts russes après 1917, qui étaient pourtant considérés comme des placements de pères de famille. Et cette fois, ce sont les banques qui montent en première ligne. Elles s'en mordront les doigts en 1982, lorsque le Mexique déclare unilatéralement un moratoire de 3 ans sur le paiement du principal de sa dette. C'est la première grande crise financière de l'après-guerre. Et en fait, la dernière avant celle de 2008. Plusieurs grandes banques, en premier lieu américaines, sont très fortement exposées et risquent même la faillite en cas de défaut, non seulement du Mexique, mais également du Brésil et de l'Argentine, qui sont très fortement endettés. Avec des risques d'effondrement du système financier international. Situation qui n'est pas sans rappeler ce à quoi on a assisté après la chute de Lehman Brothers en 2008. Une crise bancaire majeure est évitée à la suite d'un accord entre les banques et les pays latino-américains. Les banques rééchelonnent la dette et consentent de nouveaux prêts. Les pays latino-américains acceptent les programmes de restructuration du Fonds monétaire international, mais ce sont les pays du tiers-monde qui sont les plus fortement pénalisés. Leur niveau de vie prendra à peu près une décennie avant de retrouver son niveau d'avant la crise. La fin de Bretton Woods a une autre conséquence sur le fonctionnement du système financier international. Le nouveau régime de taux de change flottant est un terrain très propice à l'innovation financière. Les euromarchés avaient déjà donné lieu à l'élaboration de montages complexes tenant compte des besoins du client et des contraintes légales et réglementaires. Mais le mouvement prend une nouvelle ampleur à partir des années 1970 et surtout
à partir des années 80 et 90. En 1972, la fameuse bourse de commerce de Chicago, le Chicago Mercantile Exchange, lance le premier marché à terme d'instruments financiers, l'International Monetary Market, où se négocient des contrats sur les devises. L'initiative est prise pour offrir la possibilité de se couvrir contre les fluctuations de change. Les produits dérivés modernes, qui sont au cœur de la révolution financière de la fin du XXe siècle, prennent naissance à Chicago, le leader mondial des marchés à terme, juste après et en réponse à l'écroulement du système de Bretton Woods. L'innovation joue dès lors un rôle sans précédent dans la vie financière et l'apparition constante de nouveaux produits constitue un des éléments les plus originaux de la période récente. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a tout d'abord le formidable développement de l'ordinateur, sans lequel les nouveaux produits financiers n'auraient jamais connu le degré de sophistication qu'ils ont atteint. Il y a ensuite l'application au marché de ce qu'on pourrait appeler la recherche fondamentale. En d'autres termes, les avancées théoriques faites par un certain nombre d'économistes dans les années 50 et 60. Je pense en particulier aux travaux de Markowitz et Sharpe sur le portefeuille efficient, qui lie risque et rendement, à ceux de Fama sur le marché efficient, où les prix reflètent parfaitement l'information disponible, ou à ceux de Black, Scholes et Merton sur le calcul de la valeur des produits dérivés. Fama est le dernier à avoir obtenu un prix Nobel il y a quelques semaines, mais tous les autres l'avaient déjà eu. Donc, pour des raisons, on peut discuter la validité. Le fait est que, voilà, donc la question des innovations. Et puis enfin, la vague de déréglementation qui a marqué les marchés financiers depuis les années 80. Et le peu, voire l'absence de réglementation dont ont fait l'objet les nouvelles activités financières. Cette vague de réglementation culmine avec l'abolition en 1999 du Glass-Steagall Act, hein, la fameuse loi bancaire adoptée aux États-Unis en 1933. Banques commerciales et banques d'investissement, qui avaient été séparées en 1933, peuvent à nouveau cohabiter sous le même toit. Il serait fastidieux, et à vrai dire impossible, de passer en revue toutes les innovations financières de la fin du XXe siècle. J'en présenterai rapidement deux, les produits dérivés et la titrisation. Les produits dérivés sont des contrats dont la valeur dérive d'un actif qui leur est sous-jacent. Il en existe deux principaux types, les futures, qui sont des contrats standardisés à terme, et les options. Les contrats à terme ne sont pas nouveaux, mais ils portent désormais de plus en plus sur des actifs financiers synthétiques comme les taux d'intérêt notionnels ou les divers indices boursiers. Les options existent elles aussi depuis longtemps, mais là aussi elles ont d'abord connu un développement extraordinaire, surtout sur les actions, d'abord pour les actions individuelles aux États-Unis, puis pour presque tous les autres actifs financiers, y compris les futures. Mais la nouveauté la plus importante est la possibilité offerte par l'équation de Black et Scholes de calculer le prix d'un contrat financier. Comme l'a fait remarquer un commentateur, c'est, je le cite, je traduis de l'anglais, c'est comme acheter ou vendre un pari sur un cheval vendre un produit, c'est comme acheter ou vendre un pari sur un cheval en plein milieu d'une course. Les produits dérivés sont dès lors devenus des articles que l'on peut négocier pour eux-mêmes avant qu'ils arrivent à maturité. Les montants en circulation, négociés sur les marchés et de gré à gré,
explose. Il passe de 3 500 milliards de dollars en 1991 à 184 000 milliards de dollars en 2004. Pratiques bancaires et financières ont été transformées par ce qu'il est convenu d'appeler la titrisation, securitization en anglais, c'est-à-dire la transformation de créances, en particulier de prêts, en titres négociables. La nouveauté, le terme apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans le Wall Street Journal en 1977. La nouveauté réside ici dans le type de valeurs qui sont titrisées et dans le type de produits qui sont ainsi créés. Il s'agit typiquement de produits dérivés et de produits dits structurés. Les hypothèques ont été les premières créances à être titrisées sous forme de mortgage-backed securities, en français des titres adossés à des créances hypothécaires. Les banques découpent ces hypothèques en tranches, les regroupent, puis revendent ces titres aux investisseurs. Elles se débarrassent ainsi du risque associé à un prêt et touchent une commission comme intermédiaire. D'autres créances, en particulier celles liées aux dettes des consommateurs, seront à leur tour titrisées, les polices d'assurance, les cartes de crédit, les prêts voitures, les prêts étudiants, etc. Et elles portent le nom générique de Assets-Backed Securities, en français, titre adossé à des créances. C'est en général le titre anglais qui est utilisé. Un troisième groupe de créances titrisées, les Collateralized Debt Obligations, en français des obligations adossées à des actifs, portent principalement sur des prêts bancaires et des obligations d'entreprise. Et enfin, ce n'est pas la liste complète, mais les Credit Default Swaps, ou dérivés de crédit en français, sont également développés durant ces années. Ils offrent une protection contre les risques de non-remboursement d'une dette. Les dettes titrisées ont connu une énorme croissance durant les années qui ont précédé la crise. Leur principal avantage réside dans le fait qu'elles offrent un effet de levier beaucoup plus grand. À travers des opérations hors bilan et d'autres procédés, les banques ont pu augmenter le volume de leurs opérations sans devoir augmenter leur capital, et ceci tout en satisfaisant les limites réglementaires en matière de ratio de capital. L'effet d'endettement était particulièrement élevé dans le shadow banking system, le système bancaire parallèle, composé d'entités non réglementées comme les structured investment vehicles, hedge funds, private equity et d'autres. En 2007, ce système bancaire parallèle était devenu aux États-Unis, il était plus développé, il faut bien le dire, aux États-Unis qu'ailleurs, était devenu aux États-Unis aussi grand que le système bancaire traditionnel et atteignait quelques 10 000 milliards de dollars. Même comparé aux euromarchés, ces innovations marquent un changement radical des pratiques financières. Elles ont accéléré le processus de désintermédiation, terme un peu barbare, mais qui signifie le remplacement des prêts bancaires par le recours direct au marché, et ont donc transformé le métier de banquier. Et les produits issus de ces mutations sont extrêmement complexes. Ils reposent souvent sur des formules mathématiques que peu de banquiers sont capables de comprendre. Alan Greenspan lui-même, dans une interview au Financial Times le week-end dernier, admet, je crois que c'est la première fois qu'il le faisait, paraît-il, admet, et il se déclarait bon mathématicien, qu'il peinait à saisir la véritable nature de ces instruments. Et il était quand même président de la Fed de 1987 à 2006, durant la période vraiment qui voit s'opérer les mutations bancaires et financières dont il est question. Alors, cette référence à Greenspan m'amène à me demander si les mutations du monde de la banque ont conduit à l'émergence de nouveaux types de banquiers.
La question a été posée de manière assez superficielle à propos de la débâcle financière de 2008. Les banquiers en ont clairement été tenus pour responsables, mais je dirais moins pour leur incompétence que pour leur avidité, leur quête effrénée de bonus. Cette avidité aurait-elle atteint des niveaux jusqu'ici inégalés? Serait-elle ancrée dans une culture financière nouvelle où prise de risque élevée et niveau de rémunération élevé marchent main dans la main? La réponse, à mon sens, est non. Une telle attitude n'est pas nouvelle. Le risque a toujours été au cœur des activités financières et a toujours conduit à des phases d'euphorie suivies par des crises financières plus ou moins graves, de la banqueroute de Law en 1720 au krach de Wall Street en 1929, en passant par bien d'autres crises moins graves. Mais la question de l'émergence d'un nouveau type de banquier mérite quand même d'être posée, parce que tous les banquiers n'ont pas nécessairement la même attitude face au risque. Il y a des différences entre le dirigeant d'une banque commerciale et celui d'une banque d'affaires, ou entre l'associé d'une banque privée ou le cadre supérieur d'une banque par action. La révolution bancaire du XIXe siècle est marquée par l'avènement du directeur salarié, le manager. Les banques, avec les chemins de fer, sont les premières sociétés où s'opère la séparation entre propriété et contrôle. Dès ses débuts, le XIXe siècle, la Banque Nouvelle compte plusieurs milliers d'actionnaires et est dirigée par un conseil d'administration qui délègue la gestion des affaires courantes à des directeurs salariés à plein temps. Les grandes banques sont ainsi devenues, très tôt, de véritables entreprises managériales. Et pourtant, ce capitalisme managérial s'est longtemps heurté à certaines limites. En dépit de l'affirmation des grandes banques, un groupe puissant de banques privées familiales conserve, non seulement au XIXe siècle, mais durant une bonne partie du XXe, une position dominante dans les deux principales places financières mondiales, la City de Londres et Wall Street. Ce sont les merchant banks à Londres, et elles dominent le financement du commerce international et l'émission d'emprunts étrangers. À Wall Street, ce sont les investment banks, et elles gardent la haute main sur l'émission, la négociation et la distribution de titres. Dans les deux cas, et c'est important de le noter, dans les deux cas, il s'agit d'activités qui sont au corps même de la vie d'une place financière internationale, non pas d'activités marginales. Et ce sont des activités dont les grandes banques ne sont pas exclues, mais sont marginalisées. Il est important également de noter que cette situation est propre aux deux places anglo-saxonnes. On ne la retrouve ni à Paris, ni à Berlin, qui est la place financière d'Allemagne jusqu'en 1945, ni à Genève, Zurich ou Bâle, malgré la persistance des banquiers privés et le développement de la gestion de fortune. Sur toutes ces places, les grandes banques tiennent dès la fin du XIXe siècle le haut du pavé et les banques privées occupent au mieux une niche. Ces banques privées de Londres et de New York, Merchant Bank Investment Banks, ces banquiers privés, donc les associés des Merchant Banks et les Investment Banks, ont un niveau de revenus et de fortune bien plus élevé que celui des dirigeants salariés des grandes banques. La chose n'est pas surprenante. D'abord, leur champ d'activité, l'investment banking, est plus profitable que la banque commerciale, mais surtout, ils sont associés de leur banque. Ils en détiennent une partie du capital. Ils travaillent avec leur propre argent et risquent leur propre argent en s'engageant dans des transactions financières. Avant 1914, les magnats de la finance ont pour nom Morgan, Rothschild, Baring, et je ne cite que quelques-uns des noms les plus connus. Des banquiers comme Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais,
ou Edward Holden, celui qui fait de la Midland Bank à Londres la plus grande banque du monde, sont des personnalités de premier plan sur la scène financière, avant 14, mais ils ne sont certainement pas les plus riches. Le capitalisme managérial gagne du terrain dans le monde de la banque durant le demi-siècle qui suit la Première Guerre mondiale, mais les banquiers privés de Londres et de New York continuent à trôner au sommet de la finance internationale, surtout dans les années 20, et à travailler avec leur propre capital. Les crises financières du début des années 30 n'ont pas fondamentalement modifié cet état de choses. Tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, ce groupe de banquiers réussit à traverser la dépression, la guerre, l'effondrement des flux internationaux de capitaux, la nationalisation de la Banque d'Angleterre, qui était un bastion des merchant banks en 1946, et un procès antitrust abandonné en 1953 pour les investment banks américaines. Ils ne règnent plus sans partage, mais ils disposent encore de prestige et d'influence, et ils perpétuent la tradition de la banque privée dans un monde de plus en plus dominé par les grandes banques. Le changement se produit dans les années 1960, lorsque la plupart de ces maisons se transforment en sociétés par actions. Aux États-Unis, Merrill Lynch franchit le pas en 1959, Dillon Read en 1964, Morgan Stanley en 1970. Le mouvement avait démarré bien plus tôt en Grande-Bretagne. Barings s'était transformé en société par action à la suite de sa quasi-faillite en 1890, Ambrose et Morgan Grenfell en 1934, Schroeder en 1959. Mais malgré cette conversion plus précoce, elles étaient transformées en société par action, mais elles étaient restées en main familiale. Et ce qui change véritablement dans les années 60, c'est l'ouverture de la propriété et du contrôle à des intérêts extérieurs, c'est-à-dire, à terme, la fin du caractère privé de ces vénérables maisons. Et pourtant, certains aspects de l'organisation sous forme de société en nom collectif, de ce qu'on appelle en anglais le partnership, ne disparaissent pas complètement, même après la transformation en société par action. Chez Morgan Stanley, par exemple, l'appellation associé, partner, continue à être utilisée. Certaines firmes, comme Dillon Read, sont contrôlées par leur directeur. D'autres, en premier lieu Goldman Sachs, restent une société en nom collectif jusqu'à la fin du XXe siècle. Elle compte alors 174 associés, et même après son entrée en bourse en 1999, elle conserve une structure de type partnership. Cet héritage de la banque privée se retrouve également dans la gouvernance des plus grandes banques du monde, y compris les banques européennes, en particulier celles qui sont présentes à New York et à Londres. Et on compte bien sûr parmi elles les deux géants suisses, UBS et Crédit Suisse. Elles sont toutes devenues des banques universelles, le plus souvent en rachetant des banques d'investissement. Et elles ont dû intégrer des investment bankers dans leur rang. Elles l'ont fait en offrant aux associés ou directeurs des banques acquises une position privilégiée en termes de responsabilité, d'indépendance et surtout de rémunération, un statut qui rappelle à certains égards celui d'un associé d'une banque privée. Et ce statut des investment bankers s'est perpétué dans les grandes banques avec les nouvelles générations de traders et autres spécialistes de produits structurés ou de fusion et acquisition. Et c'est ici que je vois se profiler un nouveau type de banquier au tournant du XXIe siècle. Ce n'est plus un banquier privé, mais un dirigeant salarié d'une grande entreprise bancaire ou financière, mais c'est un dirigeant salarié qui conserve certaines caractéristiques et certaines prérogatives des anciens associés des investment banks, en premier lieu leur niveau de rémunération
qui a atteint des sommets encore inégalés à l'ère de la finance globale. Le niveau de revenus et de fortune les plus élevés n'ont sans doute pas dépassé ceux des magnats de la première mondialisation entre 1880 et 1914. Et les possibilités de faire fortune, surtout de faire de grosses fortunes, sont restées l'apanage d'une élite relativement restreinte. Mais la proportion de banquiers bénéficiant d'un très haut revenu était probablement, il n'existe pas à ma connaissance de statistiques disponibles, mais était probablement plus élevée en 2000 qu'en 1900, en raison de l'énorme expansion du secteur financier et de la complexité beaucoup plus grande des opérations financières, et en raison de l'apparition de ce nouveau type de banquier, puisque des dirigeants salariés peuvent désormais faire fortune, pas en risquant leur capital, non plus tant grâce à leur salaire, mais grâce à des primes, bonus et stock options. C'est là un phénomène nouveau dans l'histoire. Les dirigeants salariés des principales institutions financières ont pu bénéficier de certains des privilèges associés d'une banque privée, en particulier en termes de rémunération, sans être de gros actionnaires de leur entreprise et sans avoir à assumer les responsabilités que ce statut impose en ce qui concerne notamment la loyauté envers sa firme et le fait de risquer son propre capital. Il y a peu de doute que cet état de choses a contribué à la débâcle financière de 2008. Il est tentant de s'interroger sur les mutations du monde de la banque uniquement à la lumière de la débâcle financière de 2008. Ce serait une erreur. Et de toute façon, une évaluation de leurs effets, bénéfiques ou néfastes, reste prématurée. Et puis, c'est quand même une conférence d'histoire. L'historien a besoin d'un recul d'au moins 30 ans pour évaluer une situation. Donc, en fait, je n'ai aucun droit de parler devant vous ce soir. Mais l'historien est quand même autorisé à tenter un premier bilan. Alors, je dis qu'en premier lieu, les mutations financières de la fin du XXe siècle sont certainement comparables dans leur ampleur au grand tournant de l'histoire financière du XVIIIe et du XIXe siècle. Elles ont conduit à une énorme expansion du secteur financier qui pèse aujourd'hui beaucoup plus lourd dans les économies des pays avancés. De quelques 2% du PIB dans les années 1940 à plus de 8% au début du XXIe siècle aux États-Unis. C'est une norme à peu près comparable pour les autres pays avancés. Avec la croissance des services et l'accélération de la désindustrialisation, le secteur financier occupe une place centrale dans les sociétés post-industrielles. C'est ce qui rend difficile l'adaptation à l'après-crise. Et ces mutations ont également facilité l'accès au crédit à l'échelle mondiale pour tous les secteurs de l'économie et tous les segments de la société. Il est ironique de penser que produits structurés et titrisation étaient supposés avoir diminué le risque financier en le répartissant de façon beaucoup plus large et en l'évaluant à l'aide de modèles extrêmement sophistiqués. Ce n'était pas entièrement faux, et ces aspects positifs ne doivent pas être automatiquement écartés. L'erreur a été de croire que cette fois c'est différent, pour reprendre le titre du best-seller de Reinhardt et Rogoff, This time is different, de croire donc cette fois c'est différent, que le risque financier était maîtrisé. C'est cette illusion qui explique, en partie tout au moins, pourquoi ces innovations ont été si peu réglementées. Ont-elles été responsables de la débâcle de 2008 ? Ce ne sont pas, à mon sens, les innovations en elles-mêmes qui sont source de risques, mais l'usage qui en est fait. À cet égard, il y a eu indiscutablement un glissement vers une prise de risque excessive dans des buts essentiellement spéculatifs. Les activités qu'Adair Turner, le président de la Financial Services Authority, l'ex-organe
de supervision britannique décrivait comme, je le cite, socialement inutile. Ce glissement se reflète dans les incroyables niveaux d'endettement dissimulés dans les opérations hors bilan. Il s'explique, certes, par le climat macroéconomique du moment, avec des taux d'intérêt très bas et une surabondance de capital, mais il s'explique aussi par l'illusion que le risque financier a été maîtrisé, par les déficiences criardes en matière de supervision des risques, par la conviction des banquiers, il faut bien l'admettre, que leur banque serait de toute façon sauvée en cas de faillite, et par une indéniable avidité. Ces mutations de la banque sont-elles exclusivement un phénomène anglo-saxon? Concernent-elles la Suisse, dont je n'ai malheureusement pas eu le temps de beaucoup parler? Je veux dire deux choses à ce sujet. Premièrement, ces mutations ont démarré et se sont développées avant tout à New York et à Londres. Elles sont plutôt caractéristiques d'un modèle de capitalisme dominé par le marché, qu'on décrit quelquefois comme un modèle de capitalisme anglo-saxon. Mais Londres et New York sont des places globales. Toutes les principales banques du monde y sont représentées et elles y emploient un personnel véritablement cosmopolite. Dans une économie mondialisée, la titrisation et la désintermédiation sont devenues des pratiques financières universelles, ou presque, à des degrés divers, selon les pays et les marchés. Deuxième remarque, la Suisse n'est pas restée à l'écart de ces mutations, tant s'en faut. Bien sûr, les comportements bancaires et helvétiques sont à certains égards restés très conservateurs et très traditionnels, que l'on pense par exemple au découvert ou bien aux prêts hypothécaires. Et bien sûr, la gestion de fortune n'est pas l'investment banking. Mais les deux grandes banques suisses, UBS et Crédit Suisse, font partie des global players, avec, pour citer quelques noms, JP Morgan, Citibank, Bank of America, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, BNP Paribas et quelques autres. Et elles ont une forte présence à New York et à Londres. Et il me semble qu'au moment où on s'interroge sur les effets de la fin du secret bancaire sur la place financière suisse, il ne faudrait pas oublier qu'en 2008-2009, les pertes d'UBS n'ont été dépassées que par celles de Citibank. La faillite d'UBS aurait eu des effets bien plus dévastateurs sur l'économie suisse que ce que l'on peut craindre de la fin du secret bancaire. Je voudrais terminer sur une note un peu différente. Ce ne sont pas seulement les banques qui sont en mutation, mais également tout un système de valeurs. Les attitudes face aux profits, aux rémunérations, aux inégalités, les responsabilités des secteurs publics et privés, plus généralement l'éthique des affaires, comme en témoigne toute une succession de scandales financiers qui ne cessent d'éclater. Et il ne s'agit pas simplement de fraudes individuelles commises par un employé qui n'a pas été bien contrôlé. Il s'agit de manipulations par les grandes banques de taux d'intérêt, comme le scandale du Libor, ou même, semble-t-il maintenant, de taux de change. Donc il s'agit là de phénomènes graves et aussi assez peu fréquents dans le passé. Des mesures de réglementation et de stabilisation du système ont été prises, certainement. Il est trop tôt, surtout pour l'historien, de tenter d'en mesurer les effets. Mais jamais, depuis la crise des années 30, la réputation du monde de la banque n'a été aussi basse, n'a été aussi ternie et aussi basse. Et il a fallu des années de réglementation, années d'ailleurs de grande stabilité financière, et un certain retour à la notion de banque comme service public pour que les banquiers, disgraciés par les excès et les scandales des années 20, regagnent la confiance du public.
Je pense que c'est une leçon qu'il faudrait méditer si l'on veut finalement tirer tous les bénéfices des avancées indéniables qui ont été effectuées dans le domaine financier depuis une trentaine d'années. Je vous remercie de votre attention. On a un petit peu de temps pour des questions. C'est un tour d'horizon absolument gigantesque en moins d'une heure. Il y a deux choses que tu as dit qui me semblent résonner spécialement avec la situation de la Suisse aujourd'hui. La première, dont on a peu parlé, le développement des multinationales qui ont contribué au développement du système bancaire transnational. Je me demande si on n'assiste pas aujourd'hui en Suisse à une multinationalisation de l'activité bancaire. C'est le cas depuis longtemps de UBS et Crédit Suisse, qui ont une structure de multinationale. Ce n'était pas le cas des banquiers plus traditionnels qui faisaient de la gestion de fortune. Et puis, avec la façon dont leur activité se transforme, je me demande si on n'est pas en train d'assister à une véritable multinationalisation, c'est-à-dire qu'on va produire au lieu où il y a le client. La plupart des services ne sont plus assurés de façon transfrontière. Ça m'intéresserait d'avoir tes vues là-dessus. Et peut-être ma deuxième question, si tu permets, c'est tu as montré combien les banques traditionnelles, merchant banks, investment banks, qui étaient des partnerships, ont évolué et combien ça les a transformés. Est-ce que tu attendrais ce même genre de transformation, de cette évolution, de cette transformation qui est en train de se faire pour les plus gros acteurs parmi les banquiers privés suisses? Bon, je vais essayer de répondre. La première question, je pense que tu es mieux placé que moi, au fond, pour donner une réponse. Mais c'est vrai qu'il y a davantage de banques qui vont probablement, qui ont déjà et qui vont suivre le client ailleurs. Si, effectivement, la gestion de fortune se développe davantage sur d'autres places, il n'y a aucune raison pour que les banques suisses qui ont une expertise solide, qui date de plusieurs générations, ne se déplacent pas sur ces places. Elles commencent déjà à le faire, et pas que les grandes banques, mais c'est un domaine où la gestion de fortune, où l'investissement pour l'expansion multinationale est moins grand que dans d'autres domaines. Donc oui, ça me paraît, ce sera probablement très certainement le cas. La deuxième, bon, les leçons de l'histoire, il faut être prudent. Et ce n'est pas parce que certaines banques ont connu un certain développement que d'autres vont suivre exactement le même développement. Mais il y a quand même des similitudes. Et je me souviens avoir été interviewé par Le Temps juste après que les deux grandes banques privées genevoises aient introduit la responsabilité limitée. Et ma première idée a été de faire un parallèle avec les Merchants Bank de la City et les Investment Banks de New York. Elles se sont transformées en sociétés par action et elles ont ouvert non seulement leur capital, mais ensuite le contrôle de l'entreprise sur une très vaste échelle, au moment où leur taille a beaucoup grandi. Alors, la différence, c'est quand même que le métier n'est pas le même. C'est que le métier n'est pas le même. Et donc, il est peut-être possible dans le private banking de conserver davantage de contrôle. En même temps, ce qui se passe souvent, et c'est ce qui s'est passé avec toutes ces banques, c'est qu'une fois que la banque s'ouvre, les offres de rachat viennent, et puis il y a des offres de rachat qui sont très tentantes. Et au fond, toutes ces banques ont disparu parce qu'il y a eu très peu de faillites. Hein. La seule faillite, ça a été Barings. Mais sinon, elles ont été rachetées. Donc, il y a des risques, il y a des possibilités, mais ça a pris du temps entre la transformation de ces sociétés, de ces banques en sociétés par action dans les années 60 et leur rachat sur une large échelle dans les années 90. Il a fait une trentaine d'années. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. On verra bien. Enfin, nous ne serons plus des éléments actifs ni dans la régulation ni dans la perspective historique. Je voulais juste dire, je suis dans le monde bancaire, j'arrive en fin de carrière, je trouve le discours absolument passionnant. Après 2008, il y a eu une telle colère sociale et une réaction qui fait qu'il y a eu une grande réglementation du risque.
Et étant donné que, pas seulement la Suisse, mais beaucoup de pays dépendent des entrepreneurs, de leur créativité, des PME, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a pratiquement un étranglement du crédit qui se fait ressentir par les entrepreneurs et les PME, est-ce que l'histoire, comment est-ce que l'histoire nous guide? Est-ce que nous allons nous retrouver, parce qu'il y a ce phénomène de future shock, un petit peu comme dans les années 29, où ça va prendre du temps pour que les choses se calment et qu'on retrouve un appétit au risque? Et ensuite, est-ce qu'on va simplement rentrer dans une autre vague spéculative? Ou qu'est-ce que l'histoire prévoit pour sortir de cette aversion de risque énorme? Ce que je pense je peux dire, sans prendre trop de risques, justement, c'est que les choses vont changer. Ce que je ne peux pas dire, c'est à quel rythme. Il est clair qu'on va revenir à une situation où il y aura une prise de risque plus grande. Je pense que vouloir supprimer les crises financières, comme on s'imagine qu'on pourra le faire, est une illusion complète. Ce qui, à mon sens, a caractérisé la dernière, c'est qu'on s'est trouvé avec quasiment toutes les grandes banques, sur toutes les grandes places, qui avaient en même temps besoin d'un soutien de l'État pour ne pas sombrer. Mais c'est très rare. Ça n'arrive quasiment jamais. Le seul exemple dont j'ai souvenir, c'est en fin juillet, début 1914, lorsque la Première Guerre mondiale se déclenche, quand même pour d'autres raisons. Mais normalement, vous avez une banque qui a un gros problème, et là, on peut gérer la faillite, la fermeture organisée d'une banque. Donc, on va revenir certainement à une situation où il y aura de nouveau des prises de risque. Alors, quels seront les agents qui prendront plus de risques? Est-ce que les grandes banques vont devenir, pendant quelque temps, beaucoup plus prudentes, comme je disais à la fin, un peu plus, entre guillemets, service public, même si ça reste société privée, mais moins tournées vers leur profit que vers, entre guillemets, servir l'économie? Et ça va être d'autres agents, les hedge funds, qui sont encore des sociétés où les gérants risquent leur argent. Peut-être c'est ce que suggérait il n'y a pas longtemps Nassim Taleb, qui a fait pas mal parler de lui à propos de la crise. Donc, alors, qu'est-ce que ça va coûter à l'économie et pendant combien de temps? Ça, c'est assez difficile à dire. Il est, malgré on pensait juste après la crise avoir évité une récession, en tout cas une grande dépression. Ensuite, il y a eu un très fort ralentissement, mais on est loin de ce qui s'est passé dans les années 30. Si la crise bancaire est plus grave que ce qu'on a vu dans les années 30, la crise économique qui a suivi l'est beaucoup moins. Alors, combien de temps ça va prendre? Je me considère assez mal placé pour vous répondre, mais puisque l'historien aime regarder la longue durée, les grandes tendances, on va revenir à la normale. Je peux juste ajouter par rapport à ça, puis après je vous donne... Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que les acteurs d'une pratique ne maîtrisent pas les outils conceptuels avec lesquels ils travaillent? Tu disais, les banquiers ne comprennent plus très bien ce qu'ils font en termes de conceptualisation mathématique. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Je ne crois pas. Mais bon, il y avait quand même des gens qui maîtrisaient ce qu'on a, les gens, disons, on a critiqué des générations plus anciennes de banquiers qui avaient reçu des formations moins techniques et qui étaient plutôt chargés de la supervision. Par contre, il y a quand même maintenant une nouvelle génération de jeunes banquiers qui ont un training quand même beaucoup plus sophistiqué. C'était plutôt au niveau de la supervision, des gens d'une génération qui est partie ou qui est en train de partir à la retraite. Et qui, mais Greenspan, c'était frappant cette interview, je ne sais pas si certains l'ont lu, c'était juste le week-end dernier. Il se disait, bon, c'est un économiste, il se dit, je suis bon mathématicien, mais il disait que certaines fois... Mais c'est clair que si on engage non pas des économistes
qui ont fait des maths dans leur formation, mais des mathématiciens, ça change quand même les choses, quoi, parce que le niveau de maths d'un mathématicien, il est beaucoup plus élevé que le niveau de maths d'un économiste. Et la manière de penser. Ouais. Là, il y a une question. Oui. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur le mécanisme, sur le financement des dettes publiques Le financement, pardon. Des dettes publiques. Je sais qu'en France, à Pompidou, l'État français se finançait directement auprès de la Banque de France. Et que ça a été changé par Pompidou, dont par ailleurs l'épouse était une Rothschild, sauf erreur. Pompidou a forcé l'État français de se financer auprès des marchés des capitaux. Est-ce que tout ça a eu un impact sur ce qu'on a connu et sur le niveau de l'endettement des États? Est-ce que une situation semblable s'est présentée dans d'autres États? Merci. Je pense qu'il y a des gens dans la salle mieux placés que moi, pour répondre à cette question. Moi, je dirais non. Je ne pense pas que le niveau d'endettement a été augmenté par la forme de l'endettement. En plus de ça, durant les 20 dernières années, en ce qui concerne l'Union européenne et en particulier les pays de la zone euro, le niveau d'endettement avait été contrôlé par... des limites avaient été fixées par les critères de Maastricht. Et je pense que s'adresser au marché des capitaux n'entraîne pas nécessairement un niveau d'endettement plus élevé. Ceci dit, pour se placer dans une perspective historique, les niveaux d'endettement qui semblent affoler les marchés aujourd'hui ne sont pas tellement alarmants. Par exemple, après chacune des guerres mondiales, on a vu des niveaux d'endettement qui dépassaient les 200% et puis qui n'ont pas causé du tout la faillite. Je crois que c'est plutôt la façon dont fonctionnent les marchés que le niveau d'endettement ou la forme d'endettement qui a posé problème, notamment au moment de la crise. Enfin, la crise de l'euro n'est pas terminée, mais à son moment le plus fort. Je ne sais pas si ça... Mais peut-être que des compléments sur le côté spécifique de la France, le changement d'endettement d'une économie, disons, d'un endettement plus bancaire à un endettement sur le marché. Sur ce point très très précis, moi je dirais non, mais peut-être que des collègues français auraient une position différente. Il y a encore beaucoup de questions et peu de temps. Je vais voir. En tout cas, il y a une question encore là-bas. Pourquoi, alors qu'on en a entendu pas mal parler, il m'avait semblé que c'était une des causes de la crise, c'était la séparation entre... Est-ce qu'on n'est pas revenu à la séparation entre banque d'investissement et banque de détail? Et est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance là derrière? Vous dites pourquoi maintenant on n'est pas revenu? Après la crise. Écoutez, j'ai besoin de 30 ans pour que les archives s'ouvrent. Non, mais bon, ça varie. Je vais répondre de deux façons, historiquement et puis pour aujourd'hui. Historiquement, la séparation entre banque commerciale et banque d'investissement s'est faite dans les années 30 dans certains pays. Elle s'est faite aux États-Unis, la première, et puis dans d'autres économies qui ne sont pas négligeables mais qui sont moins importantes, en Italie et en Belgique. Elle ne s'est pas faite en Allemagne. Elle ne s'est pas faite en Allemagne, qui est le pays un peu auquel on pense en premier quand on pense à une banque universelle, et alors que la crise bancaire allemande est probablement la plus sévère qu'il y a eu dans les années 30, en 1931. Pourquoi? Il y a du lobbying, des groupes d'intérêt, la conviction qu'ont les dirigeants, les régulateurs de l'importance de ce qui s'est passé. Mais aux États-Unis, au fond, en regardant ça de plus près récemment, ce n'était pas vraiment nécessaire de séparer banque commerciale et banque d'investissement parce que les banques qui faisaient les deux n'ont jamais été en grosse difficulté. Par contre, les petites banques qui ont fait faillite, elles étaient que des banques commerciales. Alors qu'en Allemagne, ce serait peut-être justifié. Voilà pour l'histoire. Donc, les réformes qui sont prises après les crises ne sont pas nécessairement les réponses les plus logiques et les plus adéquates aux problèmes qui s'étaient posés par la crise. Pourquoi ça ne s'est pas fait aujourd'hui? Bon, je ne peux pas vous donner une réponse. Je peux prendre quelques exemples comme ça. Il y a eu des pressions, il y a eu des discussions aux États-Unis.
En Grande-Bretagne, ça c'est très ironique, je connais mieux le cas anglais, en Grande-Bretagne c'est très ironique parce que c'est un pays qui était le bastion de la banque de dépôt, et les banques universelles sont vraiment formées à la fin du XXe siècle. Il y a un rapport qui, en principe, devrait être adopté par le Parlement, le rapport Vickers, qui recommande non pas la séparation juridique, mais ce qu'ils appellent une muraille de Chine entre les deux activités. Ça va marcher, on verra. Moi, il me semble que si on compare ce qui s'est passé dans les années 30 et ce qui s'est passé aujourd'hui, la réaction a été beaucoup plus forte dans les années 30. Soit des enquêtes retentissantes qui ont vraiment mis les banquiers au pilori, des procès en cas de fraude, alors que là, on n'a pas vu grand-chose. Les banquiers ont été beaucoup plus affaiblis que maintenant. Et bon, là, je parle en commentateur qui suit l'actualité de l'extérieur, hein, je ne suis pas un insider. C'est clair qu'il y a pas mal de positions qui ont été fortement maintenues, mais peut-être pour ça. Puis il y a le fait que l'économie est très fortement mondialisée et que sur les principales places financières, il y a toujours le risque d'affaiblir sa place par rapport à la concurrence, et les dirigeants hésitent à le faire. Mais là aussi, il y a sûrement dans la salle des gens qui peuvent vous donner de meilleures réponses que moi à ces points très précis des quelques dernières années et du futur. Eh bien, en attendant qu'il donne sa réponse, on va donner encore la parole à une personne et après on va devoir terminer. Thank you. Good evening for your presentation. It's very, very interesting. I apologize for asking the question in English, but I will proceed. In light of the new regulatory reporting framework being currently negotiated between the United States and Switzerland, what impact do you foresee in terms of the future sustainability of the smaller private banking sector here in Geneva? Do you foresee a culture of mergers and acquisitions? Thank you. Should I answer in English or in French? Je peux répondre en français? D'accord. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pardon. Ah oui, la question, c'est qu'au vu des accords entre la Suisse et les États-Unis, comment je vois le futur de petites banques en Suisse. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. C'est vraiment trop difficile pour un historien, mais je suis l'actualité avec intérêt. J'ai lu un peu les journaux. J'ai entendu le président de l'Association suisse des banquiers dire qu'il y aurait des moments difficiles pour des petites banques. C'est probable. Remarquez, il y avait beaucoup de gestionnaires de fortune en Suisse. Est-ce que c'est grave s'il y en a moins? Je ne sais pas. Je pense que simplement, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une réponse. J'avais trouvé une réponse, mais je ne me rappelle plus. Non, je pense que c'est important ça, peut-être que les historiens auront une réponse dans quelque temps. Est-ce que le succès des banques suisses en matière de gestion de fortune était exclusivement ou principalement dû au secret bancaire, ou est-ce qu'il était dû aussi à la qualité du service offert par les banques, la façon dont le client était traité, à la compétence des banquiers? Il faut espérer qu'il y avait un peu du second. S'il y avait au moins un peu du second, tout n'est pas perdu. Alors bon, les petites banques disparaîtront, puis les banques moyennes et les grandes banques pourront rebondir. Donc voilà, là, ça, moi, je ne connais pas suffisamment bien la situation, l'état des banques aujourd'hui, mais il faut espérer, il me semble quand même que la Suisse, malgré la perte du secret bancaire, possède certains avantages comparatifs. Il ne faut pas quand même oublier les traditions, une expertise qui se... Alors, ce sera différent, la concurrence sera plus dure, mais voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, malheureusement. Voilà, je vous donne rendez-vous le 5 décembre. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Michel.